Benoît Dutrisac. Sacramouille que c'est bon. Dutrisac. Bon, Sybelle, il y a Loïc Tassé qui s'en vient à l'instant, là, mais il y a eu des réactions. Hein? Les gens sont inquiets pour le dossier santé numérique. Inquiets, manque de confiance aussi. Il y a François de la Prairie qui dit, moi, j'ai pas du tout confiance aux gens qui disent qu'il y aura pas de répercussions pour les gens qui ont un cancer suite au changement vers l'informatique. Il y a Pierre de la Rive-Sud qui dit, on est tous d'accord pour se dire que l'implantation informatique dans le domaine hospitalier, ça aurait dû être fait il y a 40 ans. Arrêtons de niaiser puis faisons-le. Il y a quelqu'un d'autre aussi, par contre, qui dit, bon, là, faudrait peut-être arrêter de faire peur aux gens parce que surtout ceux qui sont en attente de traitement, est-ce qu'on peut juste attendre de voir? On ne devrait pas appeler les pompiers quand il n'y a pas le feu. Bon, c'est ce qu'on En même temps, je comprends pas qu'on transfère pas les cas urgents si on peut pas les traiter dans un hôpital, dans un endroit comme tel, l'envoyer ailleurs, le temps qu'il y ait ces traitements. Ouais. Puis je comprends pas que ça soit pas plus flexible que ça. Au niveau de l'implantation aussi, David Proulx, il avait déjà fait une entrevue avec une fille spécialisée là-dedans qui avait expliqué que quand on veut implanter un système informatique aussi grand, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des petites parties, des micro-équipes, on les implante quelque part, on les fait travailler, on les fait utiliser les données. Dès que ça fonctionne, on élargit, et finalement, on s'implante. On n'arrive pas comme ça, comme un bulldozer. Puis elle avait expliqué comment le faire tranquillement, puis comment être capable de le mettre en place en micro-cellules. Pourquoi ces gens-là... Le gouvernement l'a appelé. Ah ben sûrement. Pour la consulter. Bon, vous pourriez demander à elle si elle a été appelée parce que elle, à sa clique, c'est ça qu'elle a commenté. Elle avait été appelée, elle avait donné ces conseils-là. Les ont-ils suivis? Je pense pas. On les fera un It's worth a phone call. It's worth a phone call, certainement. On va faire ça demain. Puis sinon, si tu veux un autre commentaire, Pierre de Saint-Lazare qui dit, moi, à 63 ans, Benoît, on m'a annoncé une leucémie. Au moins, j'ai été bien traitée. Tout se passe bien avec mes rendez-vous, mais malheureusement, on dirait que les libéraux veulent pas que ça fonctionne. Ça, je pense qu'ils parlent peut-être au niveau fédéral, peut-être les prochains libéraux aussi provinciaux, mais bref, les gens sont inquiets, je pense, de voir leur santé entre leurs mains. La partisanerie politique, là, ça nous tape ses nerfs. Là, c'est pour le bien commun, c'est pour l'état de santé des citoyens, des Québécois, des Québécoises. Là, arrêtez de jouer à la politique avec ça. Regarde ça, quelqu'un dit, venez voir comment ça fonctionne en Ontario. Ça fonctionne tellement bien, ça s'appelle MyChart. Tous les soins, tests de médicaments qui te concernent sont sur ce dossier, que pour les patients des hôpitaux et les médecins y ont accès aussi. Les infirmières l'utilisent sur leur cellulaire, ils scannent ton bracelet. Tout est envoyé à MyChart et c'est fait. En Ontario. Aussi simple que ça. Ben oui. Ouais. Bon, Pas à l'autre bout de la planète. À côté. On pourrait devenir se séparer et venir avec l'Ontario. On deviendrait une méga province à deux. Je sais pas si l'Ontario veut de nous autres, c'est une autre affaire. Je pense pas. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, commençons avec la Chine. Oui, on commence rarement avec la Chine, mais il y a vraiment une nouvelle qui a étonné tout le monde, et c'est en fait la condamnation à mort avec 2 ans de sursis de 2 très hauts généraux chinois, Wei Fenghe qui a 72 ans et Li Shangfu qui a 68 ans. Et ce sont des généraux qui ont été nommés avec l'aval de Xi Jinping. Et officiellement, encore une fois, ces gens-là ont été condamnés pour corruption. Et là, on se dit, oui, mais attends, là, comment est-ce qu'ils ont pu rester dans l'armée aussi longtemps? C'est quand même des gens âgés, tout en étant aussi corrompus. Comment se fait-il que Xi ne l'ait pas su? Et en réalité, on soupçonne que derrière ça, il y a une lutte impitoyable, une lutte de pouvoir impitoyable qui est menée par Xi Jinping. Et quand on regarde ça encore de plus près, on s'aperçoit que depuis 4 ans, Xi Jinping a renvoyé une centaine de généraux. Plus précisément, il y en a 36 qui ont été renvoyés pour corruption officiellement, et il y en a une 60aine qui ont disparu dans la nature. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Et tout ça parce que dans l'armée, il existe des réseaux de loyauté extrêmement puissants. Et ces réseaux de loyauté sont des réseaux qui pourraient éventuellement s'opposer au pouvoir de Xi Jinping. Par exemple, tu sais, les enfants de haut gradé de l'époque de Mao ont tous étudié à peu près dans les mêmes écoles, ont fréquenté les mêmes cercles, enfin, beaucoup d'entre eux ont fréquenté les mêmes cercles. Et ils forment une espèce de clique, de clan, de relation à l'intérieur de l'armée. Xi Jinping semble vouloir se débarrasser de cette influence-là. Même chose, par exemple, avec des gens qui viennent de la province du Shanxi. Ces gens-là sont très, très impliqués. Ces soldats, ces militaires sont très impliqués dans tout le développement de l'aérospatial et des fusées. Ça aussi, il veut se débarrasser de cette clique-là, de ce réseau de militaires.
Et donc, on a vraiment l'impression qu'il essaie, comme je te disais tout à l'heure, d'écarter des rivaux potentiels, de se défaire de ces influenceurs. Mais ça a des conséquences incroyables, ça, sur la politique étrangère de la Chine, sur la politique militaire de la Chine, surtout face à Taïwan. C'est parce que Xi Jinping, depuis quelques années, s'est débarrassé de très grands talents au sommet de l'armée. Personne ne pense qu'ils sont réellement si corrompus que ça. Mais sans ces grands talents, est-ce qu'il serait capable d'attaquer Taïwan? Ou, dit autrement, est-ce qu'il n'y avait pas des gens à l'intérieur de l'armée chinoise qui s'opposaient, par exemple, à une attaque contre Taïwan parce qu'ils trouvaient que l'armée chinoise n'était pas suffisamment prête? Et à ce moment-là, est-ce que ça laisse pas libre cours à Xi Jinping davantage, par exemple, pour attaquer Taïwan? Ou alors, dernière hypothèse, il y a des gens qui disent, en fait, c'est Xi Jinping qui est complètement paranoïaque et il écarte tout le monde, tous les gens qui constitueraient la moindre menace contre lui sont écartés du pouvoir. Parce qu'on sait, Xi Jinping est au pouvoir, il est dans son 3e mandat. En théorie, il ne devait en faire que 2 et il devrait pas être là. Mais ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'il est là? Il est arrivé, il a été élu en 2012, il a exercé le pouvoir réellement à partir de 2013 et en effet, il aurait dû faire 2 mandats de 5 ans, donc partir en 2023, mais il est là, il est quand même demeuré au pouvoir parce qu'il a fait changer la Constitution pour lui permettre de faire un 3e mandat. Parce qu'en fait, il a tordu des bras, parce qu'il a fait des purges énormes à l'intérieur du Parti communiste, et il se retrouve comme un homme fort à la tête de la Chine, un peu, je te dirais, à l'image de Mao, moins fort que Mao, mais avec cette force-là, qui fait en sorte qu'il n'y a plus personne qui semble vraiment s'opposer à lui. Les derniers qui semblaient pouvoir s'opposer à lui étaient dans l'armée. Et il est en train de purger ces gens-là, cette force de résistance qui peut s'opposer à lui. C'est un peu ce que Poutine fait aussi en Russie. Ce que Poutine fait, puis écoute, regarde ce que Trump fait aussi. Il est en train d'écarter tous les contre-pouvoirs. Alors, la différence, évidemment, c'est que Trump est beaucoup plus âgé, il a 80 ans, tandis que, si ma mémoire est bonne, Xi Jinping a 72 ans, quelque chose comme ça. Une jeunesse. Mais quand même, c'est très inquiétant. Bon. Et aussi, le gouvernement chinois qui ordonne à ses entreprises de faire quoi? De refuser de se plier aux sanctions américaines. Et bon, le gouvernement chinois a toujours protesté contre les sanctions américaines en disant mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est de l'extraterritorialité. Et en fait, effectivement, quand une entreprise chinoise, par exemple, faisait affaire avec, par exemple, je sais pas moi, les talibans ou quelque chose comme ça, les Américains pouvaient dire on va vous sanctionner, on va vous interdire l'accès au marché américain. Et les Américains sont en train de faire la même chose avec l'Iran, en disant aux entreprises chinoises, particulièrement dans le domaine pétrolier, si vous achetez du pétrole de l'Iran et si vous transformez le pétrole iranien, à ce moment-là, vous ne pourrez pas vous rendre sur le marché américain et on va geler vos avoirs dans le monde, etc. Les Chinois disent non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Ce sont pas des entreprises américaines, ce sont des entreprises chinoises. Laissez les entreprises chinoises tranquilles, laissez les entreprises du monde entier tranquilles. Mais derrière ça, le fond du problème, c'est que les Chinois achètent 80% du pétrole iranien et l'économie chinoise a besoin de ce pétrole iranien. Mais toujours est-il que auparavant, la Chine protestait diplomatiquement, presque gentiment. Elle vient ce week-end de passer une loi ordonnant aux entreprises qui œuvrent en Chine de rapporter toute sanction à l'intérieur de 30 jours. Et le gouvernement chinois dit, attention, nous allons vous soutenir officiellement, nous allons vous soutenir juridiquement contre les États-Unis. Et donc, ça va obliger les entreprises, ça pourrait obliger les entreprises bientôt à choisir celles qui sont à l'œuvre et en Chine et aux États-Unis, par exemple, à choisir entre les États-Unis et la Chine. Et la Chine se sent suffisamment forte pour dire ça maintenant, pour dire aux entreprises, vous choisirez entre le marché chinois et le marché américain. Ça va ôter beaucoup d'impact aux sanctions américaines contre n'importe quel pays. Et il y a de fortes raisons de penser que d'autres pays vont imiter la Chine aussi. Mais t'es inquiet pour rien, là. Et sais-tu pourquoi? Ah bon? Ouais, je suis là pour te rassurer. Tu le sais, mon ami. Merci, Benoît. C'est que maintenant, la Chine dispose du marché canadien. Alors là, ça va compenser.
Le grand marché de 41 millions de personnes. Oui, avec ses 49 000 voitures électriques. Là, la Chine va être en pleine lancée économique grâce à nous. Là. Certainement, Benoît, bon, certainement. Okay, mais tu sais, la Chine est devenue la première puissance économique mondiale depuis 2016 en parité de pouvoir d'achat et on le voit de plus en plus. Elle utilise de plus en plus sa puissance économique. Bon, et la guerre en Iran, bon... oui, il faut en parler un peu. C'est pas ma première nouvelle aujourd'hui. Mais écoute, ça semble aller bien pour le moment. C'est-à-dire, je te dirais que et l'Iran et les États-Unis ont compris qu'il fallait sauver la face et que pour qu'ils se sauvent eux-mêmes la face, il fallait sauver la face aussi de l'Iran pour les États-Unis et des États-Unis pour l'Iran. Alors donc, Trump a dit hier, vous savez, un accord est très possible. Et aujourd'hui, les autorités iraniennes ont dit, oui, nous, on appelle au dialogue et à la diplomatie. Très bien, c'est encourageant, effectivement, mais ça règle pas le fond du problème. Tout le monde attend cet accord et on a vraiment l'impression que ça va être un accord. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça va être un accord pro forma, que ça va pas être un grand accord du tout, mais ça va sauver la face. Ça va permettre à Trump de se retourner vers son électorat et dire, voyez-vous, j'ai réglé le problème, je suis le grand vainqueur, votez pour moi d'ailleurs aux élections de mi-mandat, et ça va permettre aux Iraniens, au gouvernement iranien de dire, voyez, nous avons vaincu le grand Satan américain, n'ayez pas peur du grand Satan américain, nous avons gagné au fond. Alors, mais bon, on en est là, c'est bien parce que probablement que le détroit d'Ormuz a plus de chances d'être débloqué qu'il en avait ces derniers jours et ces dernières semaines. Bon, on va croiser les doigts là-dessus, mais à chaque jour, c'est un peu... c'est quoi, 69e jour aujourd'hui là de la guerre contre l'Iran? Non, c'est pas la guerre. C'est pas la guerre. Non. On n'est pas en guerre. Comment tu dirais? Non. Pas un conflit, c'est quoi? C'est une mésentente. Ah oui, c'est un beau terme, ça. La mésentente contre l'Iran. Ça, j'aime beaucoup. Trump aimerait beaucoup ça aussi. Bon, on va lui suggérer ça. On va trouver une traduction en anglais. Merci, Loïc. À demain. Salut, Benoît.